Mesdames et messieurs, dames en heren, bonsoir. Beaux-Arts Architecture en A+ hebben het genoegen u vanavond te mogen begroeten op de lezing van Thierry de Kuipere en Jan Bien. Deze lezing ligt in het verlengde van de tentoonstelling V+ 2014-2015, die nog tot 20 september te bezichtigen is in Beaux-Arts. Reeds in 2008 beet Bureau Verplus de Bien-être de spits af van een reeks mini-tentoonstellingen en lezingen genaamd Niche. Met deze cyclus brachten A+ en Beaux-Arts 20 veelbelovende jonge Belgische architectenbureaus voor het eerst onder brede aandacht. En quelques années à peine, menés par Thierry de Kuipere et Jan Bien, entourés de leur équipe, V+ a développé de façon soutenue une production de qualité mise en valeur dans l'exposition qui leur est consacrée aujourd'hui. L'exposition témoigne aussi des collaborations dont les différents projets ont fait l'objet. Bram Aerts, du bureau Trans Architecture, représenté au titre d'invité dans l'exposition, viendra dans un instant présenter les conférenciers. Maar voor hem aan het woord te laten, zou ik graag nog even onze sponsors en voornaamste steun bedanken. La Fédération Wallonie-Bruxelles, la ville de Bruxelles, la région de Bruxelles-Capitale, de Vlaamse overheid, sans oublier les A+ Friends, nos sponsors Velux, Dert, Interconstruct, ODS Janssen et plus particulièrement Febelsem. Et maintenant, je cède la parole à Bram Aerts. Goedenavond iedereen, bonsoir à tout le monde. Thierry, Jorren, normaal spreken we elkaar aan in het Nederlands. Ik ga het vandaag eens proberen in het Frans. Ik hoop dat u mij begrijpt. Je ne montrerai que quelques images. Jusqu'à aujourd'hui, je ne m'étais jamais interrogé sur le type de collaboration que nous entretenons avec V+. Elle se passe de façon naturelle. Mais comment ça se fait? Les deux premières images sont des images du même projet, le théâtre de Deinze, sur lequel nous collaborons. Les images traitent différentes facettes du projet, l'atmosphère dans le foyer et la division stricte entre public et privé. Sans vouloir entrer dans les détails, on peut constater que les images ont un caractère très différent. On peut dire que la réalité future de l'édifice est simulée et testée de façon très différente. À mon avis, le modus operandi de V+, le permet et le prend comme principe ou un principe de départ. L'architecte qui n'est pas spécialiste, mais peut-être généraliste et qui traite la complexité d'un projet. Deze open wijze van ontwerpen laat steeds een nieuwe benaderingswijze toe. Een nieuwe tekening, een nieuwe maquette, een nieuwe stem aan de ontwerptafel. En dat maakt samenwerken erg gemakkelijk. De tweede reden waarom ik denk dat onze samenwerking met V+ op redelijk natuurlijke wijze verloopt, leg ik uit aan de hand van de volgende 3 afbeeldingen. Het zijn eigenlijk ingelijste foto's die je kan terugvinden tegen een muur van ons atelier in Gent. Ce sont des images qui ont un rapport avec les ateliers de l'architecte Sir John Soane à Londres. Dans leurs ateliers, Soane et ses collaborateurs étaient constamment entourés de références. Des moulages à motifs antiques, des peintures de Canaletto, une grande bibliothèque. Joseph Gandhi, qui travaillait dans l'atelier de Soane, a représenté toutes les réalisations de Soane sur une seule et même peinture. La figure, très petite ici, en premier plan pourrait être Soane entouré de maquettes de ses propres bâtiments, constituant une nouvelle référence de base pour son projet suivant. Quand on entre dans la maison de Soane, le temps s'arrête. On est frappé par le dévouement, la sérénité, l'intérêt et le soin avec lequel l'architecture comme métier est abordée. Je m'imagine que beaucoup d'entre nous, ayant visité l'exposition de V+, ont été émus de la même manière. En tout cas, nous, Caroline et moi, nous avons vécu l'exposition comme une extension de l'atelier de V+. Et à chaque visite à Bruxelles,
En passant le seuil de leur atelier, nous repensons brièvement aux 3 peintures accrochées au mur de notre propre atelier à Gand. Jorn, Thierry, à vous l'honneur. Merci beaucoup, Bram et Elodie. On a les chevilles qui enflent et le dos légèrement humide maintenant. Ça va être très confortable pour faire cette conférence. Donc merci d'être là tous ce soir. On se dirait qu'on commencerait cette conférence avec un petit extrait de film. Un extrait de film produit par une grande chaîne de télévision française qui visiblement, il y a 40 ans, avait encore quelques ambitions et vertus culturelles et qui passait des films d'architecture assez pointus à heure de grande écoute. Et cette chaîne de télévision est TF1. L'architecture à notre époque manque énormément d'humour. Enfin, on a peur des choses non définies, on a peur des choses qui n'ont pas une utilité directe. Or, ce qu'on s'aperçoit finalement, c'est que dans ces nouveaux quartiers de ville, de Villeneuve, notamment dans les grands ensembles, les gens n'aiment pas tellement emprunter ces chemins super rationnels qu'on leur a tracés. L'humour, ce serait pas une absurdité de réintroduire l'humour un peu dans la façon de vivre l'architecture. On pourrait arrêter le film maintenant parce que ce qui va nous occuper ce soir a été énoncé par Jean Renaudy. Mais je vous propose quand même d'encore un peu regarder le film 1 ou 2 minutes juste pour savourer le ton du film et aussi les personnages architectes très attachants qui témoignent, disons, dans ce reportage. Piet Blom, vous avez construit là des maisons, on a envie de dire penchées. Est-ce que c'est bien commode à habiter pour les gens? Bah oui, c'est assez commode. Quand tu t'adosses à un mur, tu peux t'endormir. Ce type de désordre et d'anarchie, il est supportable parce que Kroll a du talent. S'il était mis entre les mains de n'importe quel architecte, ça serait une merde innommable. C'est une sorte de démonstration qu'au fond, d'autres mises en forme, d'autres formes, d'autres matériaux sont possibles. Pourquoi avez-vous construit cette entrée de cette façon-là? C'est l'extension de la rue dans le domaine de maison. L'espace entre le petit monde du maison et le grand monde en dehors. Ça, c'est un des phénomènes les plus mystérieux, hein? De réalité simultane, de le soleil et la pluie, le dehors et le dedans, le petit et le grand, la union des contraires. Et on va s'arrêter là. On pourrait enchaîner ensuite avec une image.
une image, une photo prise lors d'une séance officielle de photographie chez V+. Dans ce moment où, après l'exposition, on s'est dit qu'il fallait qu'on soigne un petit peu notre image vers l'extérieur. Donc une photo qui va sans doute faire frissonner nombreux collaborateurs du bureau. Mais comme ça, on aura tous nos moments de gloire et de frisson ce soir. Voilà cette image. Et on pourrait ensuite passer sur l'intégralité des portraits individuels de chaque membre du bureau, qui sont tous plus comiques, disons, les uns que les autres. Mais on va essayer d'en passer que un. Alors là, il y a tous les collaborateurs qui sont encore plus angoissés. Voici. J'ai le même veston. Maintenant, on fera un petit bond d'une semaine en arrière, au moment où Jorn et moi, un peu dans une sorte de rush, de plein de projets divers et variés, on s'est posé la question de quel serait le ton ou le sujet de la conférence qu'on allait vous proposer ce soir. Et beaucoup de choses à ne pas faire nous sont venues à l'esprit. Je vais vous en faire un peu la liste. Donc, la première chose, c'est qu'il nous semblait pas très intéressant de faire une relecture un peu didactique a posteriori de l'exposition qui est présentée ici. D'une part parce que sans doute la majorité d'entre vous l'ont vue, et d'autre part pour ceux qui ne l'auraient pas vue ou qui ne seraient juste pas au courant qu'il y a une exposition à Beaux-Arts sur V+, elle est encore ouverte jusqu'à dimanche. L'autre sensation qu'on avait, c'était qu'il nous semblait un peu étrange d'aller faire une version didactique de cette exposition où justement on a fait le choix, quelque part volontaire, de montrer les projets dans leur épaisseur, dans une certaine complexité, des projets en train de se faire, d'où cette proposition qui a été faite de montrer que des projets en cours, donc d'où le titre de 2014-2015. Donc, les projets simplifiés, disons, la façon dont on présentait les projets nous semblait un peu contradictoire. L'autre chose qui nous semblait pas nécessairement adéquate, c'est de quelque part mettre notre voix par-dessus la voix de nos commissaires, en sachant qu'une des propositions de l'exposition était quelque part de nous mettre, nous, un petit peu en retrait de notre production et de demander donc à Carlo Menon et Sophie Dars d'apporter une sorte de perspective différente sur la production du bureau. Donc reparler au-dessus d'eux nous semblait assez maladroit, disons. Alors, la soirée ou ce type d'environnement appelle plutôt à une sorte de conférence un peu d'autocélébration où on vous montrerait les projets qu'on réalise sur le meilleur jour, disons, sur leur jour le plus héroïque, en sélectionnant les images les plus charmantes, disons. Mais je crois que c'est une posture, disons, qui est assez loin de notre nature. Et aussi, elle masquerait quelque part un petit peu la conscience qu'on a au bureau d'avoir quelque part, d'être ici, un petit peu sous les projecteurs, enfin des projecteurs qui sont quand même, qui tiennent plus peut-être de la lampe de poche manuelle activée par quelques-uns qui se mobilisent pour la question architecturale en Belgique. Donc, mais d'être là, donc, le fait d'être là sous ces projecteurs ce soir est en partie dû à quelque chose de circonstanciel qui fait que le bureau a mis la porte dans la commande publique à un moment où un travail d'une génération précédente avait été effectué justement pour optimiser ces commandes. Et donc on est très conscient que le fait d'être là est dû à le fait qu'on ait saisi cette opportunité, mais aussi à des circonstances particulières d'un moment, il y a 10 ans, où le bureau a été créé, disons. Voilà, donc plutôt que tout ça, on s'est proposé de manière un peu périlleuse de rebondir sur la proposition de Jean Renaudy, à savoir, est-ce qu'il y a une forme de nécessité, est-ce qu'il y a un sérieux à faire exister l'humour en architecture ?
Alors, juste pour rassurer nos confrères qui sont dans la salle et surtout ceux qui ne sont pas dans la salle, on va le faire uniquement avec des projets de V+, donc on ne va pas utiliser d'autres exemples qui sont pourtant très nombreux, qui nous auraient bien aidés, donc on va le faire à partir de notre production proche. Et cette question, elle nous semble assez nécessaire pour deux raisons. Une un peu triviale, c'est que vous voyez à travers ce portrait que vous admirez depuis un certain temps que malgré tous nos efforts, on a tout de même un tout petit peu de mal à rentrer dans ce moule de l'architecte sérieux, mesuré, maîtrisé, qu'attend un petit peu quand même l'ambiance un petit peu marketée, disons, actuelle. Donc malgré nos efforts, il y a toujours un peu un petit décalage, disons. On a un peu de mal à prendre cette figure rassurante de l'architecte austère. Mais plus sérieusement, on se demande, ou on s'est demandé si le fait de parler d'humour en architecture comme il était possible de le faire à heure de grande écoute, dans le vocabulaire, dans ce que dit Jean de Renoudy, était encore audible aujourd'hui. Est-ce que ce mot était encore audible dans la pratique actuelle? Et aussi, est-ce qu'il y avait une forme peut-être d'efficacité de l'humour qui pourrait apparaître à la fois dans le processus de conception architecturale, donc au moment où on engage le projet? Est-ce qu'il y aurait aussi une sorte d'efficacité également de l'humour à rendre lisible des questions disciplinaires qui nous intéressent énormément auprès d'un public et d'usagers plus large? Est-ce qu'il y aurait même dans le champ de la discipline une capacité à maintenir les questions disciplinaires en éveil grâce à l'humour? Est-ce qu'il était possible d'entendre le sérieux avec lequel Pete Blom s'intéresse aux questions d'usage quand il évoque des maisons où on peut dormir debout? Est-ce qu'il est possible d'entendre l'intérêt, les questionnements profonds d'Aldo Vanek sur le contexte à intégrer dans ces bâtiments, malgré le fait qu'il porte une sorte de bonnet un peu bizarroïde quand on l'interviewe à la télévision? Voilà, donc toutes ces questions nous semblaient importantes, et donc l'idée c'était de prendre quelque part la responsabilité nous-mêmes d'en parler, avant que d'autres le fassent sur un mode un peu plus critique peut-être, parce que certaines personnes ont soulevé, disons, cette caractéristique. Je ne sais pas, je pense à Pierre Blondel ou Olivier Bastin ou Arlette Baumens, qui de temps en temps nous disent qu'il y a peut-être, plutôt qu'à chercher des filiations disciplinaires dans notre production, il y a peut-être cette chose-là qui traverse aussi nos propositions. Et donc ça nous semblait intéressant d'offrir quelque part cette perspective un peu différente sur les projets par rapport à la perspective plus centrée sur le métier qui est montré dans l'exposition que vous avez pu voir. Voilà. Maintenant, on pourrait passer au titre que nous demande A+ depuis un certain temps et qu'on n'a pas révélé, on va révéler maintenant, et on n'a pas réussi à se mettre d'accord. Alors Jorn a son titre et moi j'ai mon titre. Donc je propose à Jorn de commencer avec son titre. Ah, enfin, on change d'image. C'est une question assez délicate, mais en laissant la question en tout cas ouverte, j'aurais personnellement suggéré comme titre peut-être une allusion, voilà, un sourire là, juste au coin des lèvres. D'autant plus que l'humour, c'est principalement un trait de caractère humain, qu'il n'est pas toujours facile d'incarner dans la chose et dans la symphonie des choses, qui pourrait être l'architecture, et que c'est souvent plutôt dans la mise en scène de l'être humain qui se révèle et dans les aspects narratifs de celui-ci, théâtre, récit, pictural. Alors la question va peut-être se poser dans l'autre sens. Donc si l'humour se juge sur le rire qu'il produit, le rire gras, le rire jaune, le rire freluquet, le rire potache, le rire pincé, le rire coincé ou le fou rire, je vous laisse imaginer peut-être l'architecture qui aura offert ces rires. Pas sûr de les aimer. D'autant plus qu'il me semble qu'il est parfois difficile de rire 100 fois de la même chose. Les blagues répétées sont souvent les plus lourdes. Peut-être qu'il me semble qu'il est plus facile de sourire 100 fois de la même chose. C'est même recommandé. Et si je pouvais observer ce fameux sourire
là, juste au coin des lèvres, ou peut-être là, juste plus loin que le coin des lèvres. Intrigué, je serais peut-être curieux de connaître ce qui se cache derrière. De l'audace, une douce amertume, un mystère, une belle mansarde, ou peut-être une boîte aux lettres en forme improbable devant une maison notariale. Alors oui, l'humour, pas fondamentalement nécessaire. Est-ce que c'est notre rapport ou est-ce qu'il est dans la chose? Mais s'il permet de déplacer le projet vers une frontière sensible ou vers le sensible, qui va bien au-delà du beau, du laid ou du raisonné ou du naïf, alors oui, je suis pour. Et l'onérisme, à ce niveau-là, me semble pas très loin, d'autant plus s'il offre plus de générosité. Voilà. Bon, ça sonne peut-être un peu mélodramatique, mais c'était... Mais non, on va y arriver. Sourire là au coin des lèvres, c'était pas une bonne idée, peut-être. Il est pas mal, mais moi j'en avais un autre. Un peu moins... Ça va, je l'ai fait romantique. Bon. Oui, un peu moins romantique, peut-être un peu plus piquant. Voilà, j'avais pensé à mieux vaut en rire que de s'en foutre. C'est un emprunt à un chansonnier français. Dans l'idée qu'on préférera sans doute toujours au sérieux indifférent au monde, ceux qui, un peu avec fragilité, quelque part absorbent, quelque part, ou sont attentifs, même dans un moment d'éclat de rire, disons, ou de sourire, donc sont un peu attentifs au monde qui nous entoure, disons. Voilà, mais je ne vais pas développer plus, je vais le faire plutôt à travers un projet, ce que ça peut représenter. Donc premier projet qu'on vous présente, c'est un projet qui est présenté dans l'exposition, qui a été réalisé en association momentanée avec le bureau Lescaut et qui concerne la rénovation, restructuration des quais de Sambre à Charleroi, de leur rive gauche, la construction d'une passerelle et la transformation de l'ancienne Banque nationale de Charleroi en complexe culturel, principalement occupé par un cinéma. Donc le sujet que je voulais aborder à travers ce projet est de savoir s'il est du devoir, quelque part, de l'architecte et de l'architecture d'être, quelque part, indifférent, de faire fi, de passer au-dessus de toutes les absurdités que peuvent contenir une commande, un programme qu'on reçoit. Donc, donc le but, c'est pas de revenir encore une fois sur le fait qu'en effet, en Belgique, parfois les programmes qu'on reçoit sont particulièrement étrangement formulés, disons. De ne pas revenir sur cette sorte de litanie ou de plainte des architectes, je trouve que c'est assez délicat, surtout dans une ville de Charleroi qui a nommé un Baumeister, et donc quelque part, sans doute un signe qu'ils ont conscience de certaines défaillances dans les candidatures qu'ils envoient, dont celle-ci qui était pré-Baumeister. Donc le but n'est pas tellement là, mais c'est plutôt de savoir s'il est du devoir de l'architecte de se placer toujours au-dessus de ces imprécisions, et donc de toujours fabriquer ou de transformer quelque part le non-sens parfois qui existe en sens. Est-ce que c'est inscrit dans la pratique depuis toujours de devoir, un peu comme un magicien ou un alchimiste, transformer le plomb en or? Est-ce que ça fait partie de notre métier? Si c'est le cas, ça serait bien de nous prévenir directement et peut-être de nous encenser ou nous honorer comme étaient les magiciens à un certain moment. Mais donc cette question, elle me semble importante parce qu'actuellement, une génération d'architectes se revendique à l'inverse d'une no-nonsense architecture. On entend ça de plus en plus, architecture no-nonsense, donc qui lutte contre le nonsense. Et donc une sorte d'architecture qui serait quelque part indifférente justement à la bêtise du monde, qui se placerait dans un monde sans bêtises, qui aurait comme fonction de fabriquer un monde sans bêtises. On ne sait pas toujours de quel monde ils parlent, un autre monde, visiblement un monde qu'eux connaissent, qui serait raisonnable et rationnel, disons.
Donc, ça nous interroge, disons, cette sorte de mission, ce fardeau un peu lourd de toujours devoir s'engager à transformer le plomb en or. Et on se demande même si ces architectes, qui pensent parfois être un peu les seules personnes saines dans une assemblée de fous, ne sont pas les fous eux-mêmes, disons, à vouloir instaurer ce monde sans non-sens desquels ils ont, eux, eu la chance d'avoir la clé, disons. Et donc, la question ou la proposition, c'était plutôt de se demander si le projet pourrait quelque part se nourrir ou se complexifier ou s'enrichir de certaines ambiguïtés qui se glissent dans les commandes publiques. Est-ce qu'une forme spécifique ou particulière et un peu différente pourrait exister si ces ambiguïtés sont quelque part conservées, prises au sérieux dans les réponses architecturales? Voilà. Et le projet Phénix 458 a, à mon avis, un peu l'illustration de ceci. Et donc, pour commencer, il faut quand même que je fasse cette lecture que j'adore toujours du programme qu'on a reçu pour élaborer ce projet, donc le programme de concours, reçu pendant le mois de juillet, comme tout bon concours. Voilà, je vous lis quelques extraits. Hein. C'était composé de 4 feuillets, je ne vais pas tous les lire. Voilà. La balade des quais devra être un lieu de socialisation et le point incontournable de la ville. Ce projet, rehaussé d'une nouvelle circulation piétonne par la passerelle, constituera un ensemble remarquable, tant esthétique que fonctionnel. La passerelle, allant de l'ancien tripostal, traversant le bâtiment des Portes des Arts, sera le point d'orgue du projet. Celle-ci, assurant la circulation de part et d'autre de la Sambre depuis les quais, ce qui est pas mal pour une passerelle, je trouve, sera magnifique par l'intégration de panneaux solaires, d'éclairage de qualité et de matériaux durables. Les systèmes constructifs seront judicieusement prévus et parfaitement intégrés afin d'assurer une légèreté tout en garantissant le rôle porteur de l'édifice. Ce qui est... L'approche des in et out de cette passerelle sera judicieusement pensée afin d'assurer la motivation du chaland d'utiliser celle-ci. La régularisation de la passerelle est pensée, mais celle-ci doit également intégrer l'ensemble de l'œuvre. La notion d'entretien doit être prise en compte. L'attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que la traversée du bâtiment Porte des Arts doit continuer à garder le statut public de la passerelle. L'objet du traitement du bâtiment Ancienne Banque en Porte des Arts se résume en 2 parties, l'intérieur et l'extérieur. Pour l'intérieur, la programmation détaillée ci-dessous décrit les objectifs. Pour l'aspect général des lieux, le soumissionnaire doit adopter une étude homogène, garantissant tous les atouts pour un espace de vie, d'activité, d'émulsion de la créativité. Bon, je ne vais pas tout vous lire. Il y avait aussi le fameux passage où on nous demandait de faire un cinéma avec 2 salles les plus grandes possibles, mais éventuellement 3 ou éventuellement 4 encore plus grandes. C'était assez bien. Donc ça, c'est les conditions avec lesquelles vous faites. Donc, la question à poser, c'est donc, est-ce qu'on est capable, avec toute notre puissance d'architecte, de passer outre ça et de faire un projet qui soit purement sensé, ou dans les exemples que je vous donne, de voir si un effet, disons, quelque chose de cette ambiguïté de la commande serait conservé et peut-être rendrait à juger le projet plus intéressant, disons. Donc, je passe par certains points. Donc, le premier point, on nous demandait de traiter 200 mètres de quai. J'avais un pointeur, mais il a disparu, mais c'est pas grave, je le fais avec la souris. Ici, 200 mètres de quai, donc une sorte de parvis, disons, devant le bâtiment à rénover qui se trouve ici. C'est un peu une sorte de limite un peu abstraite et étrange. Donc la première proposition qu'on a faite était de prendre un élément qui, selon nous, avait un peu plus de sens, à savoir l'intra-ring de Charleroi, donc une ville qui est ceinturée par un ring surélevé, et donc de proposer que les quais aillent plutôt de ring à ring, donc de ce lieu signifiant, et donc d'étendre la surface de traitement des quais sur presque 1 kilomètre. Voilà. Donc ça, c'était la première proposition qu'on pourrait dire de bon sens, disons. Alors, de ce fait-là, évidemment, on a un quai qui ne s'adresse pas qu'aux bâtiments qui nous concernent, mais qui prend en compte et qui s'adresse à d'autres fonctions, à d'autres bâtiments, à des espaces publics, d'autres fonctions privées, etc., etc.
et le projet sur les quais, lui, d'une simplicité assez extraordinaire, puisque la demande était de passer un quai à vertu, disons, plutôt industrielle. C'était une sorte d'autoroute à bateau, disons, en un quai plutôt de loisirs, et donc le projet se contente quelque part de rabaisser le quai pour rapprocher le chaland dont on parlait de l'eau. Voilà la situation existante et voilà la situation réalisée, celle-ci. Et donc, on voit donc c'est un traitement homogène des quais donc, sur cette longueur de presque 1 km, avec certaines poches. Je ne vais pas faire toute la description du projet, mais des poches donc, adressées en fonction des programmes qui l'accompagnent. Donc là, le fameux centre d'art à rénover, donc une sorte de surbaissement. Et donc, le point qu'a imposé l'absurdité finalement de la demande de 200 mètres qu'on étend à 800 mètres, c'est d'être extrêmement économe. Donc on a dû étendre quelque part un budget sur 1 km. Et donc ça a généré l'usage d'un matériau assez pauvre, du béton lavé, étendu de manière assez franche, disons, sur ce kilomètre. Et donc quelque part, il nous semble que c'est une sorte de solution qui est aussi assez judicieuse, vu le contexte très industriel de cette ville et quelque part résiste à une forme d'embellissement qu'on voit beaucoup dans l'aménagement des espaces publics à Bruxelles ou en Wallonie, où on tapisse les espaces publics, peu importe le lieu, d'une pierre bleue d'origine douteuse. Et donc, quelque part, là, on voit une fragilité du programme qui a peut-être généré une identité particulière du projet. Un autre exemple est donc cette fameuse passerelle. Donc on nous demandait de faire passer en l'air d'un centre commercial à travers notre bâtiment jusqu'à un bâtiment dont on ne connaît pas encore exactement le devenir, et on ne le connaît toujours pas d'ailleurs. Donc voilà, de simplement, voilà, cette situation un peu étrange, une passerelle qui flotte au-dessus de l'eau, et donc de simplement la ramener au niveau des quais, la mettre sur le sol quelque part. Et là, c'est l'effet inverse. C'est tout à coup, on a trop d'argent. Il y avait une enveloppe, il y a trop d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Et donc, on propose de transformer la passerelle en ce qu'on a appelé un peu entre nous la placerelle, donc une sorte d'élargissement de cette surface qui avait pour but juste de faire traverser, disons, et la transformer en espace public, et donc d'avoir une sorte de parallèle entre le pont existant traversant actuellement la Sambre face à la gare, qui a un peu le rôle de chambre d'attente, disons, de salle des pas perdus de la gare, et donc son pendant aussi large, voire plus large, et qui aura pour capacité à recevoir des programmations complémentaires qui pourraient se dérouler à l'extérieur du centre culturel qui lui fait face. Voilà, donc là, une opération, disons, un peu inversée. La troisième, il nous était demandé, comme vous l'avez lu, d'embellir le bâtiment, voire le faire rentrer, disons, dans la contemporanéité. Et donc, on a fait le choix, là, par contre, de garder ce bâtiment, cette façade des années 60 dans son état, parce qu'il nous semblait qu'elle remplissait déjà son rôle, quelque part, de bâtiment public, et son image était déjà inscrite dans l'imaginaire des Carolo. Et donc, on a déplacé, quelque part, la façade neuve, la façade contemporaine, à l'arrière du site, en démolissant une partie arrière du site et en fabriquant dans une petite rue à l'arrière, mais qui est aussi en proximité assez forte de la grande place, la place centrale de Charleroi, la partie contemporaine du bâtiment. Donc garder la partie ancienne où on attend le plus de visibilité, fabriquer une façade contemporaine à l'endroit a priori un peu secondaire, disons. Voilà, bon, c'est en chantier toujours, hein, puisque c'est des bâtiments pris sur le vif de 2014-2015. Alors, une troisième, là, c'est plutôt une stratégie de survie. Quand on nous demande de faire ce genre de concours un peu étrangement ficelé en 1 mois et demi pendant les vacances. Donc là, ça a été de récupérer quelque part l'enseignement d'un bâtiment qu'on a construit à Liège, le cinéma Sauvenière. Donc, reprendre exactement le même propos architectural, à savoir, comme vous voyez sous cette image et sur cette maquette fameuse du cinéma, d'utiliser la géométrie des salles, le volume des salles pour enjamber, sous la forme d'une grande arche, l'espace public, donc de fabriquer un vide par la masse pleine qu'impose quelque part un cinéma dans ces salles, et donc d'avoir la même logique exactement, de faire une sorte de petit enfant au cinéma Sauvenière et de permettre comme ça d'enjamber cet espace public qui traverse le projet, donc de la grande place, enfin de la place centrale jusqu'au quai. Ici, voilà, on voit cet axe qui est créé et qui est fabriqué, disons, par l'arche que forment les salles au-dessus de l'espace public.
le passage donc, de la place centrale jusqu'à la passerelle. Alors ça permet de fabriquer un bâtiment qui est intégralement transparent dans ses espaces publics et donc qui fabrique des rapports, même si c'est une activité nocturne, donc ça fabrique plutôt une ambiance diurne au bâtiment, et donc d'avoir des grandes transparences sur la ville. Photos de chantier, un peu en primeur. Voilà. Une autre demande était d'homogénéiser le bâtiment pour faire une œuvre complète. Et donc, on a fait le choix d'être assez franc dans le contraste entre la partie ancienne conservée et un peu ouverte, disons, pour assurer ce passage public, et la partie neuve, de faire une sorte de choc un peu frontal entre ces deux expressions, donc la partie des années 60 et la partie neuve. Donc là, vous l'avez à l'état de gros œuvre, donc il y a encore une similitude, et puis là, vous l'avez à l'état de presque finition, et donc on va avoir une sorte de rencontre brutale, disons, entre ces deux expressions. Donc c'est de nouveau une fabrication, disons, d'une proposition qui est issue de la commande, disons. Une dernière demande un peu absurde qui était demandée, c'était de faire un bar sur le toit accessible avec un ascenseur panoramique. Très étrange. On a proposé de ramener le bar au niveau du sol, qui nous semblait logique, et d'utiliser l'ancienne salle des guichets, extrêmement grande, dans toute sa surface de 500 mètres carrés, donc pour faire la plus grande brasserie de Charleroi, brasserie qui peut, un peu comme à Liège, accueillir concerts et autres activités que simplement la restauration. Les images du concours, des dessins préparatoires, encore et encore. La salle initiale des guichets, avec un très très beau sol en marbre, et la salle en cours de chantier de cette nouvelle brasserie, où on essaie de garder un peu cette sorte d'écriture un peu ambiguë entre est-ce qu'on est dans les années 50 ou 60 ou actuelle. Et tout le marbre qui était au premier étage et qu'on a dû enlever pour des raisons de stabilité, on l'a mis dans la cave pour faire la salle de gaming, qui était une partie du programme la plus chic de toute la Belgique. Voilà, donc ce que je voulais juste démontrer avec ce projet, c'était ça, c'était peut-être que ne pas se charger d'un fardeau trop lourd, mais quelque part tirer une expression qui soit à la fois qui ait ce travail un petit peu de redonner du sens à quelque chose qui est un peu absurde, mais qui contienne aussi une dimension critique sur ce programme, sur ces ambiguïtés de la commande, dans l'expression même du projet et de l'architecture. Donc une façon un peu différente, je pensais à Marc Maouet et à Matador dans leur combat actuel, disons, de pointer les défaillances qui existent de temps en temps dans la gestion de la politique architecturale en Belgique. C'était ma partie. Bien. Ici, on va vous présenter deux projets privés, donc on change un peu d'horizon, qui sont en fait assez particuliers parce qu'ils ont une expression architecturale radicalement différente. Bon, au-delà de la question maintenant des moyens, combien d'argent, et du contexte, une est en Savoie, une est en Belgique, mais c'est un peu la question d'où pourrait venir la différence. Dans ces projets, en fait, nous sommes finalement attachés de travailler avec le côté fantasque et rêveur de nos clients, c'est-à-dire d'utiliser ce qui leur est spécifique, ce qui leur est propre, leur propre originalité. Et donc, ces maisons portraits, ou c'est l'image qu'on se fait du portrait d'eux, ont pris en compte, voire amplifié, avec virtuosité ou parfois avec pragmatisme, ces aspirations. Alors oui, donc on construit ici avec le rire propre. Voilà. La première maison, nous sommes en Savoie, une terre familiale de la cliente. C'est une bonne grosse maison qui vient d'être acquise. Elle est construite avec vigueur, vous le voyez, elle est solide. C'est construit par un maçon sur un modèle d'une villa bourgeoise du 19e siècle, qui évidemment est au milieu du terrain, introverti, des gros murs, des grosses cheminées, des gros pavements et un très très beau balcon. En plus, l'intérieur, oui, ça a le goût de la vieille France, avec le mérite d'avoir des pièces avec des belles proportions. Mais, par contre, parfois le projet est un peu malade de contre-cloison ou on a un habillage qui n'est plus tout à fait au goût et au standing du maître d'ouvrage, mais surtout qui exalte en fait une espèce de goût de renfermer auprès de celle-ci. Alors, il y a un château à 150 mètres, donc nous échappons aux prescriptions savoyardes draconiennes sur les extensions
et il y a une brèche de liberté qui peut s'ouvrir, c'est-à-dire que nous devons juste séduire le fameux architecte bâtiment de France, une espèce de divinité locale que nous avons rencontrée. C'est un peu comme nos pompiers. Sauf qu'il est un peu plus malin. Il a été très charmé par notre côté belge, je trouvais ça très exotique. Alors, mais oui, hein, on fait ce qu'on peut. Surtout que les plans étaient au 50e, il n'avait jamais vu ça. Alors, mais ce qui est vraiment particulier ici, en fait, j'ai envie de dire, c'est qu'on est surtout face à ça. C'est-à-dire le lac du Bourget, un des plus beaux lacs de France, peut-être le plus profond. Il y a même des ruines d'un campement néolithique au fond de l'eau. Et si la demande programmatique initiale de la cliente fut à la base une simple extension pour une très grande cuisine, parce que c'est une maison de villégiature, et elle souhaitait en fait pouvoir cuisiner dehors, la cuisine étant trop petite, et profiter de la terrasse, il y a un désir, et qui fut largement répété, mais c'est mon Dieu, mais ouvrez-moi cette maison sur le paysage, j'en pleure, comme je pleurais après le premier jour où j'ai acheté cette maison. Alors oui, avec une injection aussi forte, et qui va quelque part aussi un peu contre nature du caractère même de la bâtisse, parce que oui, c'est une maison bien proportionnée, avec des grands murs, et c'est la qualité de la pièce qu'on n'en fait plus. Il nous semblait aussi, au-delà de certains errements d'articulation, qu'une seule extension s'avérait trop faible pour porter autant de flammes. Alors, oui, là, il y a eu un petit dérapage. On a imaginé ceci. Donc, nous avons une maison psychorigide face à l'immensité. Je ne parle pas de la cliente, je parle de la maison. Et nous proposons une maison psycholibérée qui, enfin, se tend avec volupté dans toutes les directions pour embrasser toutes les aspérités du paysage. Bref, une espèce de portrait littéral d'une volonté de rayonnement face à ce territoire. Alors, comment ça s'exprime? Comment ça se fait? Donc, il y a vraiment une action presque de sculpture. Ben oui, il y a cette première image qui apparaît, c'est un peu comme un couteau suisse, où chaque extension littérale de la maison, ça explose, complète chacune de ces pièces en offrant un dialogue singulier avec le paysage. Donc, il y a une chambre qui devient un balcon, une cuisine qui se prolonge du salon, etc., etc. Et l'autre aspect important, c'est que ces villas typiques au milieu du terrain, il y a le terrain nord, le terrain est, le terrain sud, et on sait à peu près ce qu'on y fait. C'est que finalement, ces extensions vont fabriquer et structurer enfin la périphérie de la villa et en fait agrandir littéralement et prendre en compte l'espace extérieur comme une prolongation presque d'espace public du bâtiment. Alors, comme toute bonne maison de villégiature avec une certaine aisance, on a subi une véritable boulimie programmatique qui fit que la surface de base de j'en dis 360 mètres carrés, c'est déjà très confortable au vu de nos standings de Waterloo. La surface a doublé, de 7 chambres, on est passé à 9, il y a 9 portes, on y rentre, on y sort un peu par tous les ports, de façon à ce que si on se dispute, on ne puisse jamais se croiser pendant 3 semaines ou 2 mois. Alors d'autant plus, là vous le voyez, les extensions, c'est au fait, ici on a représenté tous les éléments qu'on a rajoutés, d'autant plus au fait que ils s'inscrivent à la fois dans le socle même sur lequel est posée la maison, et enfin ils qualifient et ils offrent vraiment toute une générosité qui existe. Donc on a une terrasse platane, on a un balcon pratiquement pour plonger dans le lac, un jardin fleuri, le côté nord on y plante, on y sèche le linge, etc., etc., etc. Et donc tout un jeu de parcours pour accueillir avec élégance et grande noblesse la famille et les proches, les petits-enfants des petits-enfants, etc., etc. Alors, c'est peut-être un peu plus facile de vous le montrer en parcourant les lieux. Donc là, l'épicentre, la première base, donc la fameuse grande cuisine, en fait, c'est simplement une grande dalle qui abrite et qui joue avec la déclivité pour fabriquer un espace totalement ouvert, comme creusé dans la masse et qui permet effectivement d'être dehors
en été et de se prolonger à l'extérieur, mais également de pouvoir y venir l'hiver et de pouvoir subir avec confort et chaleur, c'est un chauffage au sol, les rigueurs de l'hiver qui sont parfois très très spectaculaires dans la région. Un autre élément, évidemment, c'est parfois des choses beaucoup plus simples, c'est comme une petite terrasse pour prendre l'apéritif au coucher du soleil sur le lac. Là, la vue de l'intérieur de la cuisine où on voit effectivement que on y sort, on y entre. Et puis, une des parties peut-être les plus théâtrales, je dirais, 2 balcons pharaoniques qui sont en fait communicants, du nez de Pinocchio, et qui, le plus grand, en fait, qui est le prolongement de forcément la chambre de la maîtresse des maisons, avec ce vieux rêve qu'elle avait de un jour pouvoir sortir son lit dehors et dormir au bord du lac, ou peut-être, quand les enfants sont trop bruyants, pouvoir se retirer et être au-dessus, mais tout en l'observant sans être vu. Et par contre, le plus petit, qui forcément va introduire un certain protocole familial, ce sera peut-être la chambre de la fille favorite ou pas l'autre favorite. Bref, 3 mois de vigilature, il faut certainement quelques petits scandales et quelques tensions pour que ça fonctionne. Évidemment, ça abrite quelque chose là en dessous qui se prolonge. Vous noterez également que parfois l'humour, s'il peut exister, peut se fabriquer également dans les détails. Un garde-corps qui devient banquette, qui devient jardinière. La cliente adore chiner en brocante. Et puis le grand balcon qui s'étend vers le paysage, histoire de rejoindre les berges. Il y en a un même qui pointe l'abbaye de Haute-Comble, Fort-de-Comble, je pense, où il y a tous les rois de Savoie qui sont enterrés. C'est bien d'avoir un peu de la géométrie là-dedans. Et puis voilà. Et le salon, bien entendu, tout le travail dans la maison, justement, ça a été de renforcer le caractère proche de la chose. De nouveau, la vieille France, l'Antiquité. Je rappelle que la cliente est pianiste. Et puis, après un dédale, par certaines pièces, on renforce le caractère. Ici, c'est par exemple le boudoir télévision, qui peut être transformé en bibliothèque ou en chambre pour la grand-mère si jamais elle est malade. Et puis derrière une porte dérobée, la fameuse salle piano, qui est peut-être le comble de son désir le plus personnel, à savoir qu'elle souhaitait âprement d'avoir une pièce totalement insonorisée pour pouvoir jouer avec l'intime conviction de ne rien entendre des autres et de ne surtout pas être entendu par ceux-ci. Elle joue pourtant très très bien au piano. À défaut, ceci est un parfait fumoir nocturne à whisky pour adolescents bruyants et désœuvrés. Les petits-enfants, un jour, ils vont traverser une crise existentielle de jeunesse d'oreille, quoi. Voilà, bon, alors ce projet, alors là, on en était franco, comme il devait avoir une structure complètement indépendante, mais c'est littéralement une déformation de la maison, comme s'il y avait un coup de butoir de l'intérieur, une espèce de bosse, mais qui a comme particularité, oui, on sait, il y a le lac, on le connaît, c'est le plus beau, mais il est cette fois-ci orienté sur la falaise, donc autre chose que ce lac. Et vous le voyez, toutes les courbes jouent les unes avec les autres pour répondre à cette molle silhouette de cette colline où de temps en temps, il y a des gens qui font de l'étaplane. Alors, comment ça donne ? À Rue, évidemment, on doit rester confidentiel, je veux dire, on n'affirme pas tout de suite son protocole. Par contre, au sud, c'est ça. Oui, une certaine explosion. Alors, ce côté jouissif dans le bâtiment prépare une amplification un peu de son trait de caractère, qui trouve également des échos dans certains aménagements qui sont peut-être un peu plus monacales de ces chambres en cave, où tout d'un coup le sanitaire est une autre bosse dans le mur. Et bref, cette maison, avec toutes les réserves, évidemment, l'immensité du paysage, quelque part un peu personnifié, amplifié par un jeu sculptural et des contrastes, et surtout à travers tous les parcours qu'on a fait dedans, je veux dire, cette volonté de toucher et de tendre les choses et de s'ouvrir. Mais bien sûr, ça pourra évidemment jamais lutter avec l'immensité de ceci. Ça restera toujours qu'un écho fantasque de la personne. Alors, Maison Portrait 2. Ici, on change radicalement de contexte. On est enfin dans le Brabant wallon, on est près de chez nous. Un énorme verger. Et les clients sont amoureux de cette idylle. Alors, il est caché derrière des arbres, de ces typiques chemins de fossé qu'on rencontre dans ces campagnes, et le maître d'ouvrage, à juste titre, refuse la violence contre nature. Conséquence
des réglementations d'imposition des garages sur propriété et qui, bon, bah, oui, il faut quand même être franc que ça, je veux dire, c'est une destruction de tant de charme. Alors le charme, c'est quelque chose d'assez fragile, mais à un moment donné, j'ai envie de dire, ça suffit, quoi. Alors l'ambition est claire, elle est haute, elle est sensible, comme illustré dans des carnets réalisés par une des clientes, étendus à notre pas que j'écrive, étendu à notre intention comme source d'inspiration. Voilà, il s'agit de 2 mètres d'ouvrage, c'est une copropriété assumée, c'est une maison bicéphale, 2 parties, et puis là, elle nous fait apparaître un de ses souhaits, et je pense que une personne privée construit pas beaucoup dans sa vie, c'est un moment unique, et donc toutes les angoisses, tous les désirs qui sont liés sont des choses précieuses, donc on a été très très respectueux. Mais justement, c'est le souhait d'une atmosphère, d'un grand atelier de peinture sur ce début de siècle. Bon, la proposition est aussi simple que ce dessin, un monovolume compact, comme une grosse grange, implanté en début de passerelle, sans les règles données, et qui offre aux deux une orientation pour profiter du paysage, caché derrière les arbres, là vous voyez les maîtres d'ouvrage à gauche, un plan de rez-de-chaussée d'une simplicité confondante, il est partagé en 2. Par contre, le plan d'étage reflète tout à fait cette différence bicéphalique et un peu ces 2 natures de maître d'ouvrage. Il y en a un où c'est un accent sur la double hauteur, l'espace, donc l'atelier comme l'élévation d'une âme, la grange habitée, et l'autre qui est là juste en dessous, c'est l'accent plutôt sur la surface, donc l'espace surface, l'atelier partagé, ils sont en couple, ils ont envie de travailler ensemble, d'amis des personnes, bref, la cabane qu'on exploite, qu'on surexploite, où on met des lits superposés les uns après les autres. Donc deux visions tout à fait radicales de la maison. La coupe est d'une... voilà, donc on voit très très clairement cette mezzanine qui se propose. L'entrée est commune, les fenêtres échappent à toute aspiration de composition académique et reflètent tout à fait les aspirations de chacun des habitants et sont déterminées en fonction des vues qu'ils souhaitaient. Alors il y a une astuce aussi, il y a une astuce par rapport à cette histoire de parking, c'est que quelque part on a utilisé la rampe d'accès inévitable de chantier pour devenir un parking très très contemporain, il est incliné, eux-mêmes posent les graviers. Là, vous le voyez, le volume partagé en 2, droite-gauche, comme une ruche, où on distingue déjà les spatialités intérieures, qui sont ici illustrées dans des moments de chantier où vous voyez justement la pièce avec le double volume, avec sa mezzanine qui tourne. Et là, vraiment, à quoi ça ressemble maintenant, avec cette cuisine à l'arrière qui s'ouvre sur le paysage qui était un souhait, le lit au-dessus ouvert, avec, si possible, une fenêtre en toiture pour bien sentir quand il pleut, parce que ça ne fait pas le même bruit sur une bulle que sur une toiture. Et puis ce chemin qui donne sur une petite fenêtre pour peut-être y lire un petit livre tout en regardant le paysage d'en haut. Voilà, le petit ouvrant. Et puis là, on est dans l'autre appartement qui a, l'autre partie bicéphalique, qui a également une fenêtre qui cette fois-ci est plus grande vu que la surface est un peu plus grande et qui exalte évidemment une certaine exploitation et qui est pleine d'astuces pour utiliser tous les espaces, avec même une chambre à l'arrière avec un effet d'optique flagrant sur l'échelle des choses. Oui, ça c'est l'avantage de l'OSB. Voilà. Et puis côté verger, donc la façade principale, il y a peu de choses qui permettent de distinguer vraiment ce qui s'y passe, à part l'aménagement intérieur, peut-être les vagues traces des mezzanines qui sont à l'arrière. C'est surtout finalement les 2 tailles de ces 2 fenêtres pseudo-symétriques qui témoignent le droite et le gauche. L'arrière, je concède, un peu trapu, qui se patine heureusement, frôle certains obstacles, il se cache. Alors voilà, oui, c'est une maison portrait pure et dure, mais qui porte néanmoins toute une poétique liée à ces deux univers, et surtout qui finalement mettent en scène, j'ai envie de dire, avec une certaine tendresse, 2 angoisses spatiales qui traversent tout maître d'ouvrage et parfois tout architecte, oui, parce que entre espace ou espace-surface, que choisir, le tout sous un même toit. La Thierry, c'est à toi. Je ne vais pas être très long sur ce projet parce qu'il est présenté dans le cadre de l'exposition. Donc, il s'agit de l'extension du musée du folklore de Moucron.
Juste pour resituer le contexte, pour les gens qui ne connaîtraient pas le projet, donc c'est une demande de la ville de Moucron de réaliser l'extension donc, de ce musée qui est actuellement abrité dans une maison domestique des plus traditionnelles, disons. On voit ici la maison et la surface d'extension proposée, un schéma effectué par la commune pour suggérer ce qu'ils avaient derrière la tête, disons, au moment du concours. Et les premières maquettes où on a testé la surface, disons, de cette extension, et comme toujours, ça arrive dans de nombreux projets, l'extension est toujours 4 fois plus grande que le bâtiment initial. Et donc, un peu comme tous les autres concurrents du concours, on a proposé de créer un bâtiment neuf et de déplacer cette extension. Et nous, la particularité de positionner, de carrément déplacer le bâtiment d'une certaine distance pour le situer au milieu d'un très très grand îlot, à la frontière entre un parc actuellement assez peu exploité et un grand parking communal du centre-ville. Voilà ce que illustre ce dessin. Donc vous avez le bâtiment initial et cette extension qui vient un peu prolonger l'architecture industrielle existante dans une sorte de grande ligne à la frontière, disons, du monde du parc et du monde plus minéral du parking. Voilà, mais j'arrête là sur l'explication du projet. Donc je voulais juste sur le point lié un peu au caractère ou au regard du sourire en coin, disons, la question que pose ce projet, c'est l'influence quelque part du caractère désuet du musée existant sur le projet neuf. Donc, quand on a visité pour la première fois ce musée, tous les architectes étaient un peu amusés, disons, par l'ambiance de ce musée qui est plutôt une maison. On a l'impression de se retrouver un peu chez sa grand-mère qui aurait accumulé à force de brocante une série d'objets les plus hétéroclites. Donc on a un premier sentiment un peu d'amusement, disons, de rire. Et puis il y a des choses qui apparaissent, d'efficacité quelque part. Donc c'est un musée qui parle de pratiques locales. Ici, on est dans le sabotier, chez le sabotier, donc dans sa saboterie, et on est littéralement dans une extension de la maison. Et donc l'atmosphère est des plus... correspond de manière presque littérale, disons. Ce n'est pas une reconstitution, on a l'impression qu'on est réellement dans une saboterie d'époque, avec la poussière et tout ce qui va avec, disons. Et donc l'intérêt commence à devenir plus fin, donc on a l'impression de voir toute une série d'objets bizarroïdes, et puis on comprend qu'ils sont agencés selon des codes de scénographie très scientifiques, disons. De l'accumulation, on commence à lire des familles, on commence à s'attacher à certains objets étranges, mystérieux, et on a le récit de ces objets, et ils deviennent chargés quelque part d'un imaginaire qu'on ne se figurait pas au début. On tombe sur des choses très bizarroïdes, comme cette attrape-mouche qui a une forme très belle et qui était dans tous les bars moucronois, visiblement, qui attrapait les mouches avec de la bière. Voilà. Donc, c'est juste la question de savoir, ce projet, quelle trace, donc qu'est-ce qu'on garde dans un bâtiment neuf dont la commune attend qu'il soit une sorte de fer de lance de rénovation urbaine. Est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt à garder des traces de ce caractère un peu a priori désuet mais efficace du musée existant? Donc essayer de maintenir quelque part ce regard présent du musée existant dans la nouvelle construction. Alors ça s'est fait à travers 3 dispositifs qui ont influencé le projet. Donc, le premier, c'est qu'on s'est rendu compte que la taille de la maison domestique convenait assez bien à ces petits objets, que si on place ce genre de petits objets un peu anodins dans le cadre d'une grande galerie à une échelle importante, ils perdent leur lien, disons, avec la quotidienneté qui les caractérise. Et donc on a travaillé donc, sur des pièces qui font plus ou moins la taille des pièces de la maison, dans une sorte de suite de pièces, de taille domestique, qui sont simplement thématisées, disons, par un travail plutôt là architectural de modification de hauteur de volume. On voit ça en maquette, et une photo primeur de la construction du musée qui est actuellement en cours. Donc, sorte de contraste, disons, d'ambiance uniquement par la hauteur de ces pièces similaires en plan, donc un travail un peu disciplinaire sur la pièce.
Ensuite, un travail, disons, sur la cloison et la façon dont on peut faire presque oublier la géométrie de la pièce simplement dans les découpages, disons, qui peuvent être effectués dans ces cloisons, qui deviennent un peu comme dans le musée existant, aussi les supports un peu d'identité, de matérialité, disons, du projet. Donc voilà, différentes configurations d'ouverture de ces cloisons. Donc voilà, donc l'effet de la pièce, disons, de garder ces pièces. L'autre effet qui est plus complexe et qui est encore en travail, c'est de voir comment on peut peut-être faire résister cette sorte d'atmosphère un peu chargée, presque de cabinet de curiosité qui existe là-dedans et qui ne correspond plus tout à fait au canon avec lequel on présente les objets muséaux, mais qui donne en même temps une forme d'identité très forte au projet. Donc comment est-ce qu'on peut ne pas passer directement dans le caractère un peu éloigné, didactique de mise en œuvre des projets, donc garder quand même l'ambition scientifique du musée, mais en gardant ce type d'atmosphère. Donc c'est quelque chose qui est encore en travail et qui a une deuxième importance pour nous, c'est de fabriquer, si possible, un bâtiment qui ne dépasse pas quelque part dans ces dispositifs techniques ou scénographiques les capacités d'une équipe qui actuellement, vous le voyez, le musée est très réduite et presque à une mainmise complète sur la collection qu'ils mettent en œuvre, sur la scénographie qui se fait avec des petits bouts de papier, des choses comme ça. Donc comment est-ce qu'on va garder cette trace dans le musée neuf? Et la dernière qui est assez bien développée dans l'expo, une autre façon d'imprimer dans l'architecture neuve cette mémoire quelque part du site, c'est le travail de collaboration qu'on a fait avec Simon Boudvin. Et donc, travail qui a consisté à essayer d'intégrer quelque part l'attachement qu'on peut avoir, un peu romantique, j'avoue, devant des murs un peu pelés qui sont très très nombreux dans cette ville. Et donc, la proposition de Simon Boudvin était donc d'aller récolter des briques dans des bâtiments en démolition dans les alentours, sélectionner en fonction des types de bâtiments ou des typologies de bâtiments et qui soient quelque part les bâtiments presque contenants, qui étaient les contenants des objets qui sont contenus dans le musée, et donc de composer la façade avec ces briques qui ont la capacité quelque part d'être porteuses d'un imaginaire, d'avoir cet effet, disons, de fabriquer un imaginaire auprès des visiteurs qui verraient le bâtiment. Voilà. Donc, et aussi ce système qu'on voit un peu partout dans les environs de Moucron, disons, de bricolage de différentes briques, et donc d'arriver à porter ce projet à un niveau qui est plutôt conceptuel, donc ne pas faire une sorte d'éloge à la récup qu'on voit de plus en plus dans des bâtiments actuels, et donc de proposer que ces briques agencées et récupérées et mélangées à des briques industrielles les plus neutres possibles soient au final blanchies complètement pour que ne reste finalement dans la façade que la capacité d'évocation que peut avoir une brique quand la curatrice, la conservatrice vous explique qu'elle a appartenu à une vieille maison ou à une vieille usine ou un vieux cinéma, disons, de Moucron. Voilà, donc ça c'est la façon dont les briques vont être agencées sur la façade. Donc il y a 8 ou 9 bâtiments et donc la façade est découpée en fonction des provenances de ces briques, puis intégralement mise au blanc. Et donc il n'y a plus que le récit et l'imaginaire qui peut reconstituer, disons, ce qui se cache derrière ces morceaux d'argile cuits. C'est à toi. Oui, je fais une petite pause. Là c'est clair. Glin, le château d'eau, le dernier de Belgique. Ouais. En fait, c'est assez simple. L'ancien est vétuste, il en faut un nouveau. Alors, ce qui est particulier un peu dans ce projet, il est représenté à l'exposition, mais on va le mettre en perspective sous un autre angle par rapport à cette question de l'humour. Au-delà de la chance de enfin pouvoir construire un grand édifice sculptural sans usagers, sans véritable client, si ce n'est que l'eau, la structure et son misérable entretien ponctuel, je dirais que l'opportunité de refaire avec un nouveau château d'eau, au-delà également de tous les fantasmes, c'est un peu de réinterroger cette question de l'archétype et de son rapport au paysage.
Et puis évidemment aussi par rapport à quelque chose qui d'habitude est toujours entre les mains d'un génie civil, qu'est-ce que serait le misérable apport d'un architecte généraliste un peu fou. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut également témoigner un peu du courage, d'une maîtrise d'ouvrage que vous voyez ici, certes très ambitieuse parce qu'elle doit gérer une plateforme avec tout un zoning industriel, et qui sollicite finalement par un concours ouvert la production du minimum 3 variantes par candidat pour la réalisation d'un ouvrage design à la hauteur, évidemment, du renouveau économique de ce flamboyant zoning de Mons. Il y a Google, Zara, etc. Donc voilà, donc, quels vont être les critères de sélection de ce château d'eau, comment il va être choisi. Et donc, il y a une profusion absolument énorme de ça. Avant de détailler la proposition et finalement quel angle d'attaque on a pris, j'aimerais bien vous proposer d'installer quelques bases élémentaires sur cette question de l'archétype et enfin de bien savoir ce que c'est qu'un château d'eau. Ah oui, donc ça c'est le client ambitieux et le fameux zoning avec son implantation du château, là un peu plus loin de l'ancien. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un château d'eau? À la base, c'est avant tout une citerne d'une extrêmement grande quantité d'eau qui est mise en hauteur afin de garantir une grande pression dans un réseau ou d'assurer un débit ponctuel important, ce qui est notre cas. L'autre, c'est qu'évidemment, il y a une structure qui porte le tout vers le haut et qui doit tenir compte des efforts statiques et dynamiques qui sont surtout issus, évidemment, du vidange de la cuve. Alors, porter l'eau si haut est évidemment un défi physique et constructif. Dès lors, la structure devient donc un élément majeur de l'expression de l'ouvrage. Et habituellement, ça c'est un petit peu les grands traits communs, comme la cuve de forme cylindrique, évidemment la forme idéale pour reprendre les pressions. On a souvent des châteaux d'eau qui sont donc des variations sur une cuve cylindrique qui est extrudée et la manière dont on allège évidemment ces supports, ou parfois d'une cuve supportée. Alors, ça on l'a peut-être oublié, mais avec l'apparition de la distribution d'eau courante et des grands zonings industriels, évidemment, il y a une énorme multiplication des châteaux d'eau. On n'était pas encore avant tout une installation d'un système de pompe. Et ils sont en fait devenus des réceptacles pour l'allergie à la modernité et souvent perçus comme des furoncles dans le paysage, comme parfois actuellement on a ça avec les champs d'éoliennes. Dès lors, il y a eu plusieurs attitudes d'intégration, comme par exemple l'exacerbation de l'icône ou son détournement. À gauche, le défi, l'élégance de la sculpture, ou à droite, la fragmentation, et bien entendu, la fameuse reconquête du monde de la nature sur la violence contre nature qui s'appelle l'architecture, ou plus prosaïque, une expression technique, efficace, rationnelle du mode constructif, le génie civil dans sa splendeur. Bref, ou d'autres, non. Et il en manque une. Mais pas grave. Ou l'autre, c'est effectivement, et ça c'est peut-être quelque chose qu'on a traité après dans le bâtiment, c'est comment faire de cet ouvrage un bâtiment, c'est-à-dire de renforcer. Par bâtiment, j'entends la différence entre édifice et bâtiment, pour moi elle est là, c'est le désir de pouvoir y habiter, donc l'envie d'y être dedans, ou quelque part comment donner une échelle domestique à quelque chose qui est énorme dans sa taille. Bien sûr, j'ai envie de dire qu'on peut extrapoler sur plein de champs de possibilités, mais qu'à un moment donné, il existe quand même un seuil critique dans la poésie des choses. Ça reste la dimension et l'échelle. Ici, nous avons affaire à une cuve qui fait pratiquement 20 mètres de diamètre, on est à 60 mètres de haut. Le cauchemar de cette extrusion est absolument un mastodonte qui est digne de carrément une tour de refroidissement pour un réacteur nucléaire. C'est énorme, c'est pratiquement la moitié ou un peu plus de la moitié de la tour du Midi. Alors, bien sûr, on a tâtonné. C'est une spécialité dans une avalanche d'idées qui louvoie évidemment entre les différentes tendances d'intégration ou d'influence des conférences d'époque pour arriver
après différentes pistes, à une proposition qui commence à se déséquilibrer et assumer peut-être l'intuition que c'est peut-être pas un bâtiment dans un paysage, mais c'est peut-être un édifice qui est en mouvement. Donc il aurait une attitude, c'est comme si j'avais ma main qui se replie, etc. Bref, il y a dans sa forme, dans sa figure, quelque chose qui induit un déplacement, surtout que l'extrusion n'aura jamais l'élégance de ce croquis, et que par un déséquilibre, une certaine asymétrie, c'est suggérer une volonté, une attitude, une expressivité, un truc, mais un truc qui, quelque part, peut se promener au-dessus des choses. Un autre aspect important, là c'est une espèce de clin d'œil, c'est quelque part exprimer comme une sacralité le plus clairement possible un état de fait. Non, ce n'est plus un tube extrudé, c'est autre chose. C'est une table avec sa carafe d'eau, il y en a une ici, avec des pieds un peu expressifs, mal rangés, et qui surplombe un paysage dressé, à savoir Mons, la Belgique et ses environnements. Alors, ainsi, il y a l'autre aspect fondamental aussi, c'est également offrir un visage qui est chaque fois différent, comme quelque part une montagne qui n'offre jamais ses mêmes flancs selon ses propres vallées. Bref, que ça devient un véritable point de repère où on peut se repérer en fonction des joues qui tendraient. Ceci est bien entendu illustré par ces photos de maquettes qui vont vous rappeler l'affiche de l'exposition, qui montre effectivement une structure asymétrique qui se développe, mais qui jamais n'a le même rapport, sur lequel, oui, il y a une cuve qui est préfabriquée, et puis qui, avec toute une structure qui vient l'habiller là au-dessus. Ceci a suscité, bien entendu, l'affiche, qui est peut-être parfois un peu ésotérique, mais a également engendré des parodies tout à fait méticuleuses de ce dispositif, j'utilise ce terme, et bien entendu également, je ne cacherai pas qu'on a, c'était également une époque où on avait une influence, une certaine fascination de structures alphabétiques, des A, des V, des Z, des X, et des villes suspendues qui ont été explorées dans d'autres cadres de projets, par exemple celui qu'on avait fait avec Trans. Il y a bien sûr aussi un petit clin d'œil romantique, là vous voyez le troisième monde qui se déplace. C'est que oui, c'est le dernier château d'eau, il se peut effectivement qu'il ne soit plus en usage, et d'ailleurs la plateforme pourrait devenir un support idéal pour une reconversion en restaurant panoramique sur les vestiges industriels de ce même zoning de Mons, je ne sais pas à quoi ça ressemblait, une ruine de Google, ou carrément une attraction en tant que château d'eau. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez plat et enfantin et naïf, mais quelque part qu'on a construit. Alors là, tout d'un coup, le travail d'ingénierie, c'était pas de trouver nécessairement une structure qui aspirait à être la plus logique, mais c'était plutôt quelque chose ici qui consistait à optimiser la structure ou notre propre figure, c'est-à-dire comment on peut affiner les choses, comment les choses peuvent être plus tendues et comment on peut reprendre les éléments, par exemple comme ici en utilisant toute la cage au-dessus comme une poutre inversée afin d'optimiser l'épaisseur de la fameuse dalle qui ne fait qu'1 mètre, alors que si elle serait portante, elle ferait 2,50 m de haut, ce qui n'est plus du tout le même objet. Alors oui, il y a eu des allants qui ont... et d'optimisme, parce que l'ouvrage, évidemment, on l'a gagné, et parce qu'il considérait qu'il était le plus design. Bon, je ne vais pas m'en plaindre. Et que, bien entendu, il y a des défis constructifs assez importants, qui sont d'ailleurs largement explicités dans le cadre de l'exposition, surtout au vu des changements de cas. Bon, à gauche, vous avez l'ingénieur avec ses fleurs, à droite, l'entreprise avec ses chemises à carreaux. Voilà, et puis c'est ces moments sublimes qu'on a rencontrés. J'ai envie de dire que c'est une première fois où jamais autant la question de la dimension de l'échelle a un impact. Toutes les photos que vous voyez ne rendront jamais ce que vous ressentirez physiquement sur place. Là, on le voit dans sa construction, et puis évidemment ce monde de l'eau, avec de nouveau la question de l'échelle. Et selon ses points de vue, une cuve qu'on voit de haut, de dedans, un véritable espace.
Et cette question a traversé évidemment toutes les étapes du projet. Et puis là, on commence à l'avoir fini, à la fois à un moment donné fier et légèrement en déséquilibre, ici carrément en déséquilibre, brillant ou mat selon les inclinaisons de la lumière sur la maille, ou parfois profondément incongru et presque en visite à Mons. Et puis, il reste juste à côté de ça, et là c'est peut-être la grosse blague ou la petite blague interne, il reste ce petit local qui s'appelle le local post-chloration, c'est-à-dire qu'on traite l'eau par après, qui évidemment, à l'inverse de la sculpture expressive et narrative, est un pur bonheur de banalité pédante. Vous avez 3 portes et 3 trucs. Alors donc ici, le projet est clairement une figure qui incarne en lui, par un caractère presque anthropomorphage, une attitude, bref, comme une patte levée d'un chien, et qui à un moment donné également se fond au loin dans notre brave ciel flegmatique gris. Okay, un projet avec un statut un peu particulier, puisqu'il s'agissait d'une commande pour illustrer un livre qui proposait la réouverture des halles de Schaerbeek. Donc c'était un rôle qui était a priori tout à fait secondaire qu'on avait. Et puis au fil des discussions, on s'est rendu compte que les préoccupations de la personne des auteurs qui ont mis en place ce livre, elles croisaient des préoccupations très très architecturales, et finalement le projet architectural est devenu un peu le vecteur d'explication de cette proposition d'ordre plutôt politique et culturel. Donc juste pour resituer ceux qui ne connaîtraient pas les halles de Schaerbeek, donc c'est un ancien marché couvert situé à Schaerbeek, et qui a été transformé en centre culturel, une des grandes scènes bruxelloise des arts de la scène, disons. Et son histoire est simple, c'est un bâtiment qui a été construit au XIXe siècle, exactement au même moment que les Halles Baltard, mais qui a connu un sort moins funeste, qui a fonctionné comme marché traditionnel pendant une 60aine d'années, donc une sorte de structure minimale qui couvrait des échanges commerciaux. Et puis, à un moment, le système de la distribution change entre 2 guerres, et la halle de marché est abandonnée. Et puis, sans modification lourde, elle accueille, disons, plein d'autres types de fonctions qu'on peut faire dans ce genre de halle, donc des stockages, de bobines électriques, une carrosserie, un parking de voitures. Et à un moment, dans le début des années 70, elle est occupée, disons, elle est appropriée par une troupe de théâtre qui profite quelque part de la particularité de cet espace, de son caractère un peu sauvage et en marge, pour lancer une programmation qui soit une sorte d'alternative au théâtre académique qui avait lieu dans les autres salles bruxelloises. Donc c'est tout ce mouvement un peu d'occupation des friches qui a vu émerger une forme de théâtre qui se voulait plus en interaction, disons, avec son environnement, plus en interaction avec un quartier qui est un grand quartier d'immigration bruxellois, plus en interaction, disons, avec des questions d'une actualité, disons, un peu plus quotidienne et brûlante. Voilà. Et cette troupe de théâtre, avec le soutien de la communauté française, a sauvé ce bâtiment de la démolition. Il avait été racheté par un privé, et donc ils ont engagé un long processus d'une 30aine d'années de reconversion petit à petit de cette halle pour en arriver à fabriquer donc cette salle de spectacle répondant à tous les critères les plus performants d'une salle de spectacle contemporaine en termes acoustiques, thermiques ou de sécurité. Et donc on a maintenant un bel équipement culturel à Schaerbeek. Donc je ne vais pas détailler toute la proposition contenue dans le livre, mais en gros, je dirais que le livre propose donc de réouvrir les halles, alors que c'est un bâtiment qui est tout à fait en fonctionnement. Réouvrir dans le sens de peut-être la reconnecter avec des publics minoritaires,
avec des publics qui sont les voisins de cet espace. Donc peut-être de passer de ce lieu un peu où on transmet la culture comme une forme d'excellence en espérant que le public soit élevé vers l'excellence de la culture, d'essayer plutôt que le public local, minoritaire, devienne l'objet même, le producteur même, disons, de la culture qui pourrait s'y passer. Donc d'essayer de transformer d'un lieu qui s'adresse à un public à un lieu où ce public extérieur pourrait dire on est chez nous, c'est notre lieu de quartier, c'est notre lieu d'expression, disons. Cette sorte de spéculation que propose le livre, parce que c'est une vraie spéculation réaliste, elle propose un programme et un projet d'architecture, et elle est d'autant plus justifiée évidemment du fait de se passer des Halles, de cette sorte de militance qui existait au début des Halles. Et donc je vais vous lire un petit extrait de ce qui était le programme des Halles initialement, qui date de 1972. Et on comprend mieux l'ambition, disons, du projet contenu dans le livre. On viendra aux Halles sur une impulsion, on pourrait s'asseoir où on voudrait, changer de place, s'étendre, même si on est fatigué, emporter son verre de bière ou de limonade, fumer sa cigarette, une sorte de place publique où rien n'interdirait qu'un guitariste se mette à jouer dans un coin ou qu'un petit orchestre improvise un bal populaire. Le marché doit avoir sa pharmacie, perpétuellement de garde, la librairie où l'on peut acheter une gazette à 10 h du soir ou un tableau ou une orange à minuit. L'espagnol qui fait des gambas, le boucher musulman qui cuit le méchoui, le spectacle est un feu ouvert, pas une finalité. Le lieu existe plus fort que le spectacle et les gens plus forts que le lieu. Voilà, donc ça c'est avec ça que on a été contacté, disons, pour illustrer ce livre. Et je crois que c'est intéressant d'en parler. Donc notre travail a été multiple, mais il me semblait intéressant d'en parler parce qu'a émergé une sorte de terme qui d'abord était un terme un peu sorti de notre part sur un mode un peu comique, de nouveau, un peu ironique, dont on ne mesurait pas tout à fait la portée, qui était le terme de dérénovation. Donc on a, lors d'une discussion, inventé le terme de dérénovation. Nous, on a dit ça un peu en rigolant, et puis dans les membres de l'Assemblée, ils ont dit mais non, mais ça c'est quand même un concept qui nous semble assez efficace pour réfléchir peut-être une situation future auquel devraient s'adresser les architectes, peut-être de dérénover des bâtiments. Voilà. Une fois que ce concept a été mis en place, on a illustré donc ce processus par des petits dessins, et donc qui est compréhensible dans le fait que, donc, on le voit dans cette évolution, le bâtiment, quelque part, il s'est chargé pour répondre à cette nouvelle fonction culturelle de toute une série de dispositifs qui l'ont petit à petit, quelque part, étanchéifié. Et les architectes, en pensant bien faire, finalement, ont fabriqué une boîte qui s'est coupée petit à petit, physiquement, disons, du monde extérieur. Et donc, on voit les effets pour se protéger acoustiquement, pour se protéger de la lumière. On opacifie, disons, des façades qui étaient à la base tout à fait ouvertes. On ferme des fenêtres, on obstrue des portes également, pour permettre que fonctionne de manière performante, disons, ce nouvel équipement. Donc, le projet d'architecture, c'est une sorte de projet d'architecture par soustraction. On a ciblé les endroits qui nous semblaient les plus stratégiques, ou enlever un petit peu de confort fabriqué, disons, par cette idée d'excellence, de manière ciblée, pour pouvoir re-rendre poreux ce bâtiment. Et quelque part, voilà, on voit c'est des plans de démolition plutôt que des plans de construction. Donc on voit les effets de ces plans de démolition, donc un bâtiment opaque qui s'ouvre petit à petit et donc qui devient reporeux à la rue, et une illustration quelque part de ce que ça allait générer ou pouvait générer comme usage nouveau, plus quotidien, peut-être plus diurne. C'est un bâtiment qui est utilisé essentiellement de manière nocturne, donc de retrouver quelque part les potentialités, disons, du marché, tout en gardant les compétences possibles de salles de spectacle. Voilà, des illustrations de la reconnexion, disons, de cette salle à son environnement. On s'est rendu compte qu'à l'arrière, il y a un très grand îlot avec un parc que personne ne connaît, et qu'il y avait moyen aussi, par ces démolitions ciblées, de réintégrer le bâtiment dans un environnement plus large que celui qu'on connaît actuellement.
Et donc, cette sorte de réflexion sur la dérénovation nous semblait assez important de peut-être introduire ce concept, parce qu'on se rend compte quand même que l'architecte vient souvent ajouter de manière presque sans fin des dispositifs d'amélioration ou d'optimisation. Ici, c'est un cas très connu à Bruxelles où un espace public a été fabriqué devant la gare centrale de Victor Horta, et donc pour bien signifier l'espace public, une sorte d'étrange couronne qui carrément embroche presque la façade de Horta a été rajoutée comme une sorte d'apport en plus, disons, pour signifier cet espace public. Et donc on s'est demandé si une partie du travail de l'architecte ne va pas être, dans les années à venir, de s'engager dans un travail de dérénovation. Et aussi, on a pris conscience, quelque part, que quand on s'engage, nous, en tant qu'architectes, dans des projets, donc plein de générosité spatiale, d'optimisation fonctionnelle, d'ambition culturelle, on vient toujours avec notre double. On est toujours à deux, en réalité. Il y a l'architecte plein de bonnes intentions, et puis il y a l'architecte qui porte, quelque part, toute la normalisation qu'implique ce métier. Donc, quand on vient faire un projet, on vient aussi accompagné d'une sorte de sac à dos de toutes les normes techniques, performatives qui pullulent dans notre mode contemporain. Et donc, ça nous semble important, disons, ou ça nous a fait réfléchir, disons, cette collaboration à ce double visage de l'architecte et à être vigilant, quelque part, de ne pas se faire dépasser par un double qu'on ne souhaite pas et qui tend, quelque part, à normaliser et, quelque part, amoindrir des potentialités souvent qui peuvent contenir un espace qui est laissé à un état plus brut et vierge. Oui, ici, effectivement, la dérénovation des halles, oui, c'est comment faire un pas en arrière ou un pas en arrière avec cette sculpture Goldorak, à retrouver une substance qui est peut-être plus à propos. Brièvement rebondir sur le mat sans trop rentrer dans le détail. Je dis, c'est quelque chose qui est tout à fait actuel dans tout le processus et le travail de ce projet, donc le futur centre de mode et de design qui a fait une reconversion d'un existant. C'est-à-dire comment tirer parti de quelque chose qui est déjà là et qui a fait justement une accumulation de 3650 modifications et de juxtaposition incongrue, justement de le garder, de le préserver, de le retrouver ou de l'amplifier, presque dans une dimension pittoresque de l'objet trouvé. Donc un extrême pragmatisme de faire avec pour profiter d'un neuf. Surtout que c'est un faire avec qui est, je veux dire, échappe à tout bon sens. 3 bâtiments qui chevauchent, un espèce de labyrinthe au rez-de-chaussée qui traverse un îlet de part en part. 3 bâtiments avec des personnalités radicalement différentes, une étagère des années 60, et puis à l'arrière, par le même architecte, un pastiche d'un autre bâtiment. Et c'est en fait ce qui est complètement caricaturé dans le cadre de ce dessin, et on a envie de dire que tout le projet se retrouve là-dedans, donc d'offrir quelque chose qui traverse le tout, mais en même temps, voilà, préserver toutes les choses qui sont absurdes dans le bâtiment pour pas n'offrir une nouvelle icône, mais conserver ce qu'il y a là, c'est-à-dire l'icône et le travail est dedans, parce que quel geste produire pour un centre de mode et de design, et utiliser tous les éléments qui sont presque absurdes ou des trouvailles dans le bâtiment, comme ici par exemple cet ascenseur et le cabanon qui est légèrement décalé. Bref, une espèce de projet où jamais autant le titre proposé de Thierry reste valable, vaut mieux en rire que de s'en foutre. Un projet puzzle, parce que jamais c'était possible d'amener quelque chose qui traverse conceptuellement chacun des espaces. Le MAD a une telle capacité à arrêter tout bon sens, et que cette complexité amène l'architecte et ce fameux double à toujours rester vigilant sur cet archipel de tendresse qu'on avance de pas en pas. Alors, je propose de l'expliciter très simplement par rapport à un exemple assez précis. Ici au centre, une grande salle qui est déjà utilisée par le MAD, qui est occupée, ou par un processus identique
aux halles, c'est-à-dire juste la démolition, se propose d'offrir une théâtralité plus forte et de simplement démolir une dalle et de supprimer quelques colonnes pour créer un point d'orgue dans un enchaînement de séquences au rez-de-chaussée qui accueille un peu en fonction de ses tailles différentes manières d'approprier un événement ou d'approprier, ou de faire un événement ou une exposition. Donc une succession d'espaces, de séquences spatiales assez fortes, une vitrine, etc. Bref, voilà ici une illustration de cette même pièce dans le concours qui à l'époque utilisait encore les colonnes existantes. Une illustration plus tard dans le cadre du dossier d'exécution, on voit une première apparition des éléments de parachèvement. Une photo de la maquette qui est d'ailleurs ici à l'exposition au 20e, qui reprend tout la symphonie des matériaux blancs à laquelle on va jouer dans le lieu. Et puis quand on se retourne, voilà, quand on est en dessous, je veux dire, la sensation spatiale qu'on a comme arrêt dans ce lieu, et on se retourne, et là tout d'un coup on découvre cette ancienne dalle qui était perforée par des hublots, qui va dans le futur devenir le plancher d'un espace entre deux bâtiments, le bâtiment des années 60, le bâtiment du 19e, et jamais autant, à force de sondage et de découverte. Ici, vous voyez la maquette générale du projet, la maquette étant devenue un outil vraiment à la fois d'étude, puis de compréhension, et puis de représentation pour... Alors qu'il s'agit d'une maquette coupe, ce n'est pas du tout un bâtiment, ce sont des espaces qui traversent quelque chose, pour ensuite se retrouver presque un outil promotionnel des instances du centre de mode du design dans une foire créative, ou alors, beaucoup plus dramatiquement, devenir un emblème lors de ces voyages, comme ici la pose de la première pierre, où la maquette symbolisait la première pierre et puis était dévoilée comme une espèce de vierge prête à être mariée, quoi. Alors oui, la question effectivement de ce travail avec le bâtiment existant, il y a quelque chose d'assez fascinant pour nous, c'est effectivement d'amplifier tous les éléments de l'absurde. Alors je vous propose très très rapidement une petite friandise avant de revenir à l'exposition et la fin de cet exposé. Sachez que nous avons déjà visité les Beaux-Arts, et c'est dans le cadre d'une scénographie qui s'intitulait Construire Bruxelles par le curateur Architecture Workroom. Et c'était une exposition relativement ambitieuse car elle voulait mettre en perspective les défis urbains de Bruxelles, et Dieu sait comme ils sont nombreux, avec évidemment des projets exemplaires réalisés ailleurs et de les mettre en perspective. Que faire évidemment quand le nombre de projets est fluctuant et comment mettre en scène chacun des cas, en sachant qu'évidemment un dispositif de base d'une exposition d'architecture sera toujours la table. Alors oui, alors la scénographie a ça de particulier, c'est qu'il permet évidemment l'usage et la superposition des références qui parfois permettent un certain décalage et une certaine légèreté, une flexibilité de ton. Ici, dans le projet, ça se résume assez simplement, c'est une attitude, on se penche sur un problème et on fait face à des défis. Si on pouvait faire toute notre journée avec ça, ça serait déjà pas mal. Alors ici, c'est très clairement une réinterprétation d'un objet de base, un lit d'hôpital, ce qui permet évidemment que tous les beaux-arts puissent se transformer en hôpital de campagne, comme installé dans un château. Et la table-lit, qui est démontable, transforme chaque projet comme autant de cas médical, un patient à ausculter où l'observateur devient évidemment soit chirurgien, infirmier ou proche compatissant. Alors la variation est produite par évidemment l'agencement spatial de ceux-ci, et le cas clinique par exemple, comme ici dans l'autre pièce, et la manière dont toutes les câbles sont donnés. Et ainsi, par cette manière un peu décalée, on a pu associer à la fois et un pragmatisme budgétaire et tout en étant d'une légèreté face à tant de défis que Bruxelles doit encore apparemment soulever. Ça, c'était la question évidemment de comment faire une distance critique avec une petite pointe dans le cas où on était externe à un processus d'architecture d'une exposition donnée. On a juste mis 2-3 photos de travail de l'exposition ici des Beaux-Arts, en se disant que cette question, en effet, d'un regard un peu déplacé ou décalé avait sans doute aussi influencé
même la manière de travailler, disons, de nos curateurs. Voilà, séance de travail au bureau sur les tableaux qui sont présentés dans l'exposition. Et on va conclure par un projet que d'habitude on présente. On n'a jamais parlé de ce projet en public, même s'il a été médiatisé assez fort, peut-être parce que c'est un projet dont le déroulement, à l'inverse des autres, où il y a toujours un caractère un peu rocambolesque, disons, dans le projet, le déroulement s'est passé d'une manière extrêmement limpide et fluide, du concours jusqu'à la réalisation, peut-être aussi du fait de l'objet même du projet, qui est un bâtiment, donc une extension d'une maison communale, donc un bâtiment essentiellement tertiaire, et donc peut-être qui porte moins à ces prises de position, ce déplacement, disons, de questions qu'on opère dans les autres projets. Mais on souhaitait quand même parler de ce projet ici pour effectuer une sorte de petit double hommage, donc c'est un peu vraiment un peu cérémonial, donc un hommage à une personne qui se trouve presque tout à droite, à côté de moi sur la photo que vous avez vue en introduction de la conférence, qui est donc Élodie Degavre, qui a porté ce projet à bras-le-corps pendant toute sa réalisation et qui a travaillé pendant une dizaine d'années chez V+, et qui maintenant officie chez A+, et dans cette belle maison. Et un hommage aussi à la personne tout à gauche, la bourgmestre, donc notre maître d'ouvrage pour ce bâtiment, qu'on voit là au moment de la remise du prix de la maîtrise d'ouvrage public qui a été accordée à l'administration communale pour ce projet. Et on la voit au moment où elle capture carrément la minute un peu protocolaire où on doit juste dire « merci beaucoup, merci, c'était très sympathique ». Elle a capturé cette minute pour, avec sa fougue, parler pendant presque une demi-heure dans une sorte de discours fleuve dont toutes les personnes qui étaient là restent marquées, et elle est passée vraiment à travers toutes les étapes de fabrication de ce projet, donc de la première décision politique jusqu'au choix des architectes, notre première rencontre où on nous appelait les bébés architectes, enfin toutes des anecdotes d'une puissance assez forte, donc d'un maître d'ouvrage qui incarne de manière presque littérale sa construction et sa proposition, disons. Voilà, c'est un hommage pour Véronique qui nous a quittés un peu brutalement cet été. Et voilà, on voulait juste parler d'elle et penser à elle aujourd'hui. Le projet en lui-même est très simple. La commande, de nouveau une commande très belge. Donc on a un bâtiment existant de la maison communale qui est abritée dans une sorte de vieille ferme un peu bricolée et relativement dysfonctionnelle. Et donc, nous est demandé, dans un concours, d'en faire l'extension. Donc, comme toujours, extension 4 fois plus grande que le bâtiment initial. Donc, voilà ce bâtiment qui a un charme certain, mais pas de qualité extraordinaire au niveau architecture, et qui surtout abrite l'exemple même de la commune dysfonctionnelle qui sent qu'elle a besoin un peu de remettre les choses en ordre, disons. Et le projet, il est composé quelque part d'une sorte de double énigme auquel on nous a demandé de répondre. D'une part, comment installer un bâtiment d'une telle surface dans ce qui est le seul espace public de la commune. Donc, on construit, là, je vous le montre sur cette image-ci, donc en extension, donc ça c'est le site qui nous était suggéré, et c'est le seul espace collectif de cette commune, qui est une commune essentiellement résidentielle, où se déroulent toutes les fêtes de village depuis 100 ans, où se déroulent les festivités, les brocantes et les jeux de sport traditionnels comme le jeu de bourle ici. Donc comment réussir à s'installer là-dedans sans risquer sa tête aux prochaines élections, donc dans l'endroit le plus connu de tous les montagnards, et aussi comment réussir à fabriquer une extension donc d'un volume conséquent qui fabrique une interaction intéressante avec ce patrimoine local de ce petit château de l'ancienne maison communale. Voilà, c'est un projet qui a été d'une grande fluidité dans sa conception. La première visite sur place, où on a mis en place par ce croquis un peu tout ce qui fait la substance du projet. Donc un bâtiment qu'on a souhaité essayer de voler quelque part au-dessus de cet espace public, le toucher en un point le plus contenu, et donc quelque part d'intensifier par l'architecture l'usage potentiel de cet espace ouvert et collectif. Le bâtiment a une sorte d'excroissance un peu
à l'image d'une branche bourgeonnante qui émergerait du bâtiment historique et qui se ferait un chemin à travers une ceinture d'arbres, de tilleuls, on est à Montigny-le-Tilleul, de la manière la plus délicate possible pour en conserver, disons, la consistance. C'est un élément fort, disons, de définition de cet espace dans la commune. Et donc le bâtiment, quelque part, remplace une série de tilleuls et reprend un peu cette expression d'une branche couchée conséquente de l'abattage de quelques arbres. Voilà une évocation, disons, des potentialités d'usage une fois que ce bâtiment enjambe l'espace du parc et donc peut servir d'abri à des diverses festivités. La suggestion qu'on a fait quelque part que toute décision politique se fasse en présence des arbres. Donc on n'est pas qu'entre êtres humains autour d'une table, mais on a les arbres qui nous regardent et donc on doit rendre des comptes quelque part à l'environnement et à la nature, la présence un peu fantomatique des arbres. La suggestion aussi que des fonctions très peu ou sous-utilisées comme un réfectoire soient mises au niveau du sol et donc puissent servir de lieu de fête collective ou de brasserie en été. Et la coupe qui schématise très simplement donc, cette proposition, le bâtiment initial de l'ancien hôtel de ville, son rez-de-chaussée au niveau rue et le fait de l'exploitation quelque part d'une déclivité naturelle du terrain pour prolonger ce rez-de-chaussée et survoler littéralement l'espace ouvert du parc communal. Ici, une partie un peu spectaculaire du bâtiment qui est sa structure métallique, un travail de collaboration avec le bureau Grèche pour essayer de rendre cette structure la plus gracile. Et c'est assez étonnant, mais le bâtiment a reçu le prix acier de l'année passée, le prix acier, alors que son expression même, donc là vous voyez le travail d'affinement qui a été effectué sur la structure. Voilà, une sorte de bâtiment, la structure la plus légère, alors que l'objectif justement était de ne pas mettre en scène l'effort quelque part structurel, de ne pas mettre en scène cette sorte de prouesse de technicité et le faire disparaître quelque part dans un bâtiment qui adopterait un visage plus abstrait, disons, plus confondu au paysage, et où la question finalement de l'expression à la fois structurelle, architecturale, mais aussi programmatique, disparaîtrait derrière une façade, disons, plus mystérieuse et ambiguë. Donc une façon de résister quelque part à l'idée de transparence qu'on voit beaucoup dans les bâtiments publics pour permettre que ça soit plutôt une figure un peu abstraite, couchée dans le paysage qui soit perçue par le public environnant. Voilà, elle est quand même dotée d'une rampe majestueuse, comme tout équipement collectif de ce nom doit bénéficier. Voilà, son intégration dans le parc, les raccords au rapport aux bâtiments existants et la transformation donc, de la surface un peu de dolomie rouge du parc en parc végétalisé ou parc public. D'autres images du raccord aux bâtiments existants. Les salles de décision, donc de conseil politique perdues dans les arbres et la présence des arbres dans le dos des décideurs, et l'atmosphère presque évanescente, légère de l'intérieur, contrastant avec l'atmosphère, disons, plus terrienne de l'extérieur, où des attentions délicates ont été portées à l'aménagement, dont ici c'est les salles d'accueil du CPAS, donc Centre public d'aide sociale, donc le lieu où on reçoit les personnes défavorisées et qui bénéficient quelque part du plus de soins, disons, dans les finitions dans tout ce bâtiment. Le bâtiment de la bourgmestre, par exemple, est beaucoup plus spartiate. Et donc on peut maintenant révéler à Véronique, maintenant que tout ça n'a plus beaucoup d'importance, que contrairement à ce qu'on a prétendu pendant tout le processus de ce projet et le processus de chantier, ce ne sont pas que 2 arbres qui ont été abattus, comme on lui a fait croire, mais bien un peu plus, 4 ou 5 qui ont été nécessaires pour faire le bâtiment. Oups. Alors on a encore un petit truc. C'est Jorn, il voulait mettre ça. On le met, on le met pas?
Je sais pas, comme tu veux, mais il faut le mettre. Hein. Allez, c'est un peu une sorte de film sur les moments brefs de jouissance qu'on peut connaître lors d'un chantier, dans un chantier ou dans le processus d'un projet. Voilà. Plus quand on peut l'écrire en tonnes, en kilos et en minutes, quoi. L'attente est longue, hein, c'est comme dans tout bon projet. Ceux qui sont en noir, c'est nous. On règle. Voilà, on est soulagé. Merci beaucoup.